bonjour à tous. Donc c'est vrai que Sea Shepherd est une ONG un peu particulière dans le paysage associatif puisqu'on est une organisation d'intervention directe qui se focalise essentiellement sur le braconnage. Les déchets plastiques, ce n'est pas quelque chose auquel on s'adresse directement, même si dans le cadre de nos opérations contre le braconnage, on est amené à voir l'étendue des dégâts et notamment à ramasser beaucoup de choses, surtout des filets dérivants, des filets abandonnés, ce qu'on appelle les filets fantômes, qui sont en fait des filets perdus ou rejetés volontairement à la mer par les pêcheurs et qui continuent à tuer pendant des années, surtout des filets qui sont faits en nylon, qui mettent des décennies à se désintégrer. On fait des campagnes partout dans le monde et je confirme que ce que disait Christina tout à l'heure, c'est que effectivement en Antarctique, où on est présent depuis 9 ans, on voit flotter en surface des brosses à dents, des choses qui n'ont absolument rien à faire au milieu des icebergs. Et c'est vrai qu'on se rend compte de l'étendue des dégâts et de la petitesse de cette planète qui fait que finalement elle est extrêmement vulnérable à toutes nos activités. Donc pour préciser un petit peu le cadre d'action de Sea Shepherd, ce que fait Sea Shepherd, c'est si vous voulez une sorte de droit d'ingérence. C'est vrai qu'il existe pas mal de lois de protection des océans aujourd'hui, peut-être pas suffisamment, mais déjà si celles qui existent aujourd'hui étaient respectées, étaient appliquées, ça irait déjà beaucoup mieux. L'Antarctique par exemple, c'est un sanctuaire baleinier dans lequel il est interdit de tuer les baleines, dans lequel il est interdit de recharger en carburant ce que fait la flotte baleinière japonaise tous les ans. Donc le point de départ du capitaine Watson, qui a fondé Sea Shepherd en 1977, ça a été de se dire, une fois que toutes ces négociations ont lieu, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations qui font du lobbying, et c'est très important, c'est ce qui permet aussi de faire avancer les choses. Une fois que ça a eu lieu, qu'on a enfin réussi à faire voter des lois, souvent au terme de décennies de bataille, qu'est-ce qui se passe concrètement sur le terrain en matière d'écologie et en matière d'océan surtout? Ce qui se passe, c'est une énorme impunité. Les océans, c'est finalement très loin de nous, même si ça représente 70% de la planète. Nous, on est une espèce qui reste terrestre. On a un impact qui est colossal sur l'environnement marin, mais en même temps, ça reste très loin de notre portée. Donc, tous ces déchets plastiques qu'on va rejeter à la mer, effectivement, on ne voit pas l'impact que ça a. Le mégot de cigarette qu'on va jeter quand on est assis à sa terrasse de café en discutant de tout et de rien et qui va se retrouver dans les égouts et finalement terminer dans l'estomac d'un oiseau qui va polluer effectivement 500 litres d'eau. Tout ça, ça reste très peu concret, très peu perceptible et je pense que vraiment le cœur du problème, il est là. Aujourd'hui, la surface qui est chalutée en mer, elle est 150 fois supérieure à la surface de déforestation. Le chalutage en mer, c'est l'équivalent de la déforestation au bulldozer, si vous voulez. C'est une coupe à blanc qui va tout détruire sur son passage. Donc des écosystèmes marins, des coraux qui ont mis des siècles à pousser, qui sont détruits en quelques secondes. Tout ça, loin des yeux et loin de l'intérêt de tous. Et on en parle très très peu. Alors même si la déforestation, c'est un problème qui est très important et sur lequel malheureusement très peu est fait, on n'arrive pas à enrayer le phénomène, notamment parce qu'il y a des lobbies économiques qui sont très importants. Il y a quand même une prise de conscience du public qui est bien plus importante que ce qui se passe dans les océans. Et pourtant, les océans, c'est finalement le vrai poumon de la planète. C'est 80% de l'oxygène qu'on respire, qui est créé par le phytoplancton. Donc des zones où le plastique devient plus important que le phytoplancton, c'est un problème qui risque de nous coûter la civilisation humaine. Vraiment, la survie des océans, c'est ni plus ni moins que notre survie à nous. Et je pense que tant qu'on n'aura pas vraiment appréhendé cet état de fait, on aura toujours des mesurettes ou des semblants de solutions, effectivement des procédés curatifs, comme disait Christina. Je pense que nettoyer les plages, c'est bien, mais finalement, le revers de la médaille de ce genre de choses, c'est que finalement, ça contribue aussi à masquer un peu le problème, parce que quand les touristes arrivent, quand c'est la belle saison, la plage est propre. Donc voilà, c'est cool, c'est bien pour l'économie, c'est bien pour le tourisme, mais malheureusement, le cœur du problème, il est en mer, là où on ne le voit pas, et c'est là qu'il fait le plus de dégâts.
Et là, il y a effectivement beaucoup moins d'efforts qui sont déployés, aussi parce que c'est plus compliqué. Donc, nous, on a réfléchi un peu sur un programme de nettoyage en mer avec Sea Shepherd. C'est vrai que c'est extrêmement compliqué parce qu'effectivement, ces continents de plastique, si seulement ils avaient la forme d'un continent et qu'on pouvait ratisser tout ça facilement, ça serait envisageable, mais c'est sous forme de microparticules, c'est très très compliqué. Maintenant, on arrive aujourd'hui à faire des choses absolument extraordinaires, à envoyer des gens dans l'espace. Je pense que c'est surtout une histoire de volonté, d'orientation, de recherche, de technologie. On pourrait sans doute récupérer une bonne partie de tout ce qu'on a mis dans l'océan si seulement on orientait la recherche vers cet objectif-là, ce qui est pas du tout le cas parce que finalement il y a peu d'intérêt économique en jeu. Donc aujourd'hui, l'essentiel des efforts se fait sur la prévention, sur l'éducation. C'est bien, c'est important, c'est vital même. Malheureusement c'est très lent. C'est Einstein qui disait qu'il est plus facile de scinder un atome en deux que de changer les mentalités. Donc je pense qu'on a vraiment besoin, de manière urgente, d'avoir ce déclic collectif et de se dire qu'il s'agit vraiment de notre survie et qu'on est dans une course contre la montre. Donc voilà, chaque fois qu'on balance un déchet plastique, prendre la mesure de l'impact que ça va avoir, pas seulement sur la biodiversité marine, mais enfin, c'est vrai que ça tue 1 million d'oiseaux, à peu près 100 000 mammifères marins. C'est difficile, je pense, de se rendre compte vraiment de l'ampleur des dégâts, mais par-delà le fait que les baleines, les dauphins, les tortues, tous ces animaux charismatiques et qu'on n'a pas envie de voir, de retrouver morts sur les plages avec l'estomac plein de plastique, par-delà cet état de fait, il y a aussi, je pense, une prise de conscience plus égoïste à faire, c'est qu'il s'agit vraiment de notre avenir et de l'avenir de nos enfants. Donc voilà, c'est très compliqué. Maintenant, il y a effectivement des lois qui avancent à ce niveau-là, mais comme le soulignait Christina tout à l'heure, pour les plastiques comme pour le braconnage, le problème, il est comment est-ce qu'on va s'assurer que ces lois sont respectées en mer. La mer, et surtout la haute mer, c'est vraiment une zone de non-droit, c'est le Far West. C'est le lieu idéal pour les crimes idéal. Voilà, ce qui rapporte beaucoup d'argent, c'est le braconnage, mais c'est aussi ce qui permet d'en économiser beaucoup, c'est le largage de déchets de manière illégale. Par exemple, un des cas les plus catastrophiques et les plus choquants, ce sont les largages de déchets d'usines européennes au large des côtes africaines. Un des scandales sanitaires qui a explosé sur la côte ouest et en Somalie au lendemain du tsunami de 2005, ça a été justement, après le tsunami, des tonneaux entiers de déchets radioactifs issus d'usines européennes qui ont été rejetés par la mer sur les plages africaines, les plages somaliennes. Et en fait, donc, un rapport des Nations Unies qui était sorti en 2005 a montré que effectivement, ce sont des milliers de tonnes de déchets toxiques, radioactifs, de déchets d'hôpitaux européens qui sont largués au large des côtes africaines, parce que ça coûte à peu près 2,50 € de se débarrasser d'une tonne de déchets radioactifs sur une côte africaine, comparé à, je crois que c'est 2 500 € dans une usine en Europe. Donc voilà, il y a nos déchets à nous, nos déchets ménagers de tous les jours, et il y a les usines qui s'occupent de traiter ça derrière. C'est vraiment un problème très, très global. Faire interdire les sacs plastiques, effectivement, il y a certains pays qui l'ont fait. Ça peut être une partie de la solution, mais je pense que vraiment, ce qui est essentiel, c'est cette prise de conscience-là qui doit être globale. Donc, le plastique, c'est, je pense, un aspect d'un problème beaucoup plus vaste, qui est notre déconnexion, en fait, pathologique, en fait, au milieu naturel et au milieu marin. Quand on vit à Paris ou dans n'importe quelle grande ville,
l'environnement ne change pas, on peut passer toutes ces journées à une terrasse de café, il n'y a rien qui change, tout est là. Et pourtant, ces villes-là, ce sont un peu des monstres avec des tentacules qui ont des impacts sur un environnement qu'on n'appréhende pas. Donc on n'en ressent pas les effets. Et c'est ça qui fait que, malheureusement, si on ne se réveille pas très très vite, on risque d'atteindre un point de non-retour. Et notamment parce que, c'est vrai qu'on avance beaucoup l'argument de l'océan nourricier, les poissons qui sont contaminés par tous nos déchets. C'est vrai que c'est assez étrange quand même de considérer la mer à la fois comme un garde-manger et comme une poubelle. Aujourd'hui, les poissons, notamment ceux qui sont en haut de la chaîne alimentaire, comme le thon, l'espadon, les requins, sont extrêmement pollués en mercure, en PCB, en métaux lourds. Alors ce qui est assez amusant, entre guillemets, c'est qu'on recommande beaucoup l'apport de poissons pour l'oméga 3, notamment très bon remède contre la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson. Ce qu'on dit très rarement, c'est que le thon, l'espadon sont très très concentrés en mercure. Le mercure qui a un effet sur les neurodégénératifs et qui provoque ou accélère Alzheimer et Parkinson. Donc voilà, en fait, on est en train vraiment de scier la branche sur laquelle on est assis. Moi, je pourrais vous parler longtemps d'histoires de braconnage et de respect des lois en mer, dont le plastique fait partie. Mais je pense que voilà, s'il y a un message que je peux faire passer aujourd'hui, c'est celui-là. C'est à partir du moment où on aura compris qu'on dépend directement d'un océan sain, avec une biodiversité complète et non empoisonnée, je pense que ce jour-là, on aura peut-être effectivement une chance d'amorcer des bons processus et de mettre en place des solutions qui soient suffisantes, pas des placebos et pas des semblants de solutions, quelque chose de réel qui découle d'une réelle prise de conscience collective. Et ça, je pense que c'est à nous effectivement de le faire comprendre à nos élus, à nos politiques et aux industriels, puisque, comme disait Coluche, il suffit qu'un produit, il suffit qu'on n'achète pas un produit pour qu'il ne se vende plus. Donc voilà, c'est vrai que le consommateur a un pouvoir qui est conséquent, en tant que consommateur et en tant qu'électeur. Merci Lamia, merci Marie. Auditeur qui est venu du terrain. Première réaction, Lily Mimosa, Janine Garcia-Ferrari, à ces deux témoignages d'ONG. Vous avez des micros à votre disposition. Eh bien, ce sont des choses qu'on savait en surface. Pour ma part, et je pense que pour les gens qui sont dans la salle aussi, il y avait cette connaissance des choses et puis cette inquiétude. Là, de l'entendre dire avec des chiffres, avec des réalités, avec des exemples, ouais, c'est...